Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un appareil à ongles qu'on m'a confié. Donc, c'est un appareil qui envoie des ultraviolets. Donc, dessus, il faut faire très attention à ce qui est écrit quand on achète. En fait, je vous le dis, c'est ma belle-sœur. Elle a besoin pour faire sécher des cols qui sont séchables aux UV. Eh bien, elle a acheté un appareil à ongles qui fait justement cette fonction avec les ultraviolets. Donc, le problème, c'est que, elle a acheté ça aux États-Unis. Donc, déjà, elle a payé 2 fois plus cher qu'un appareil sur AliExpress, par exemple. Et ce qu'elle n'a pas fait attention, c'est que c'est un appareil qui est prévu pour du 110 volts aux États-Unis. Eh oui, la prise. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait en recevant ça? Elle a repassé commande. Et elle a passé commande de quoi? De ça. Un adaptateur. Elle l'a branché. Hop. Elle a foutu ça sur le 220 volts. Donc vous doutez bien que si c'est prévu pour du 110 volts et que vous mettez du 220 dessus, forcément, logiquement, ça pète. Donc ça a pété, bien sûr, au bout de 2 minutes. Ça a fonctionné 2 minutes quand même. Et puis ça a lâché. Donc, elle m'a demandé d'y regarder. Donc, ça il coûte 12 euros en plus encore. Parce que j'ai trouvé un convertisseur qui fait du 220 volts vers 110 volts pour pouvoir brancher l'appareil dessus. Donc, ça sera ça sans cette prise-là. Alors, si je peux la enlever, voilà. Ça sera uniquement cette prise-là qu'on va brancher dessus en sortie. Donc, c'est une prise qui est différente. Elle a payé ça 100 euros avec les frais de port, parce que bien sûr, quand on commande aux États-Unis, il y a des frais de livraison. Il y a peut-être eu des frais de douane, je ne sais pas trop. Je n'ai pas posé la question, j'aurais dû. Et sur AliExpress, on trouve l'appareil pour 43 euros. Donc, vous voyez, c'est même plus du double qu'elle a payé en fait. Donc, bon. On va essayer d'y regarder, on va voir un peu comment c'est conçu déjà et qu'est-ce qui a pu lâcher à l'intérieur. Alors je tiens à préciser, avant tout, première chose à faire quand vous avez un appareil qui claque, c'est de regarder le fusible qui est ici. Voilà. L'appareil a pété, il n'y a pas eu de fumée, le fusible est resté intact, il n'a pas pété. Ne me demandez pas pourquoi, il est peut-être mal calibré. Alors pour commencer, qu'est-ce que je vais avoir besoin? De tournevis, de tout petits tournevis, c'est pas des gros cruciformes. Donc ouais, j'ai dû garder que celui-là. Celui-là aussi est pas mal. Mais bon, celui-là, je sais pas où on peut en trouver des comme ça. Donc si vous avez besoin, je mettrai des liens dans la description, juste en dessous de la vidéo, des outils que j'utilise. Donc il y a un fer à souder. Donc ça c'est primordial pour réparer un appareil. Il faut de l'étain. Donc ça c'est de l'étain sans plomb. Puisque l'étain au plomb, il faut que le fer à souder chauffe plus pour pouvoir faire fondre l'étain. Donc voilà, une pince coupante. Une fois que j'ai changé mon composant, j'ai fait ma soudure, il faut que je puisse couper les pattes qui dépassent. Donc une pince coupante, premier prix, ça sert à rien d'y mettre plus cher. Également peut-être une pince comme ça pour plier les pattes des composants si on ne veut pas les faire à la main, ou pour enlever les composants une fois qu'on a enlevé la soudure, pour ensuite changer de composant. Ça peut être pas mal. Une pompe à dessouder. Moi j'ai pris également de la tresse à dessouder. Donc moi c'est de la pré-étamée et c'est des bobines de 20 mètres. Je regarde quand même avant de dire des bêtises. 30 mètres, vous voyez. C'est des bobines de 30 mètres et ça dure à peu près 1 mois ou 2 mois quoi. Donc, et ça coûte très cher. Et un tout petit tournevis comme ça éventuellement, donc ça c'est du premier prix, c'est sur AliExpress, donc ça coûte 1 euro quoi. Et j'ai oublié le fameux multimètre.
Donc celui-là, vous le connaissez beaucoup. Et il y en a un autre que vous connaissez beaucoup moins. Parce que je n'ai pas dû le présenter, celui-là. C'est un nouveau qui est arrivé dans la famille. Ce multimètre-là, donc celui-là, il est automatique. Il y a juste à choisir le calibre. Par exemple, ohm. Il se met en ohm et ensuite on teste ce qu'on a testé. Donc là, on peut tester les condensateurs sur celui-là. Donc dans mon cas, je vais tester un condensateur justement. Donc je peux tester à la fois du condensateur non polarisé et je peux tester également du condensateur polarisé avec cet appareil-là. Donc il fait les mêmes mesures que les autres multimètres, tension alternative, continue. On peut mesurer un courant si on veut. Dans notre cas, on n'en teste pas. Et voilà, quoi, diode, tout ça, test de continuité. Donc celui-là, il est pas mal quand même, ouais, j'avoue. Donc celui-là, il testera, dans notre cas, uniquement les condensateurs. Moi, je vous le fais voir, mais vous ne le voyez pas. Condensateur en farad, l'unité de mesure. Donc maintenant, on attaque. Je vais ouvrir l'appareil et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et tadam! Alors ça, c'est la carte électronique. Donc on a le 110 volts qui arrive ici. Là, on a un relais. Donc c'est justement lui qui va commuter lorsque je vais appuyer par exemple sur 180 secondes et que je vais appuyer sur la mise en fonctionnement. Là, on a un petit générateur de style NE555. Je dis style. Lorsqu'il est arrivé à 0, il déclenche à nouveau le relais. Et là, il n'y a plus de ultraviolet en route. Et lorsque j'active, je sélectionne la durée et j'active, le relais va commuter et du coup, je vais avoir des surtensions ici sur des câbles bleus pour alimenter les ampoules ultraviolets. Donc, je rapproche un peu. Ce sont des lampes de 9 watts dessus, ultraviolets. Donc, combien il y en a dessus? Il y en a 4. Il y en a 4. Donc sur le site internet, j'ai réussi à retrouver où qu'elle a acheté ça aux États-Unis. Ils vendent le tube ultraviolet, la lampe. Ils vendent ça à 25 €. Et sur AliExpress, on a les 4 lampes comme ça, les mêmes, pour 4,55 €. Donc c'est arnaque. Donc quand on regarde la carte, je la tourne. À première vue sur la carte, on voit rien de cramé, hein, je vous le dis. Donc on a à partir du 110 volts ici, on a deux alimentations. On a du 12 volts ici pour alimenter la bobine du relais. Donc on a 4 diodes de redressement style Hein 4007. On a ici une résistance de puissance ainsi qu'une diode Zener. Donc c'est une diode Zener de 12 volts. Ici, vous voyez, on a une LED. Donc ça, c'est un fil que j'ai coupé et j'ai coupé également le fil moins. C'est pour pouvoir enlever, séparer la carte de l'arrière de l'appareil qu'on avait. Donc, où qu'on sélectionne le temps, etc. Ça nous permet de travailler sur la carte. Et après, on a juste deux petits fils à ressouder, c'est vite fait. Donc, vous voyez, je n'ai pas coupé à ras. C'est exprès pour me repérer où est le fil bleu, où est le fil jaune. Après, ce sera plus facile pour remettre le fil. Deux petites soudures, c'est pas ça qui va me faire peur. Donc, le modèle, là, ils mettent DR-301A-C. Je pense que ça pourrait être tout simplement un circuit intégré NE555. Le classique qu'on retrouve un peu partout. Je pense que ça peut être ça, surtout que là vous avez en plus le condensateur de 100 nano qui permet justement de, si vous le modifiez, vous allez modifier le temps de commutation du relais avec le circuit. Donc ensuite, on a cette partie-là qui est en 12 volts et on a l'autre partie, on va utiliser un pont de diode de redressement avec 4 diodes, deux condensateurs. Donc ce sont des condensateurs ici de 15 microfarads 400 volts.
Ce qui me laisse dire, vous voyez, c'est écrit AC220. Ce qui me laisse dire quand même que l'appareil, je pense, il peut fonctionner en 220 volts. À mon avis, c'est la même carte. Mais bon, comme c'est de la gnognotte. Ensuite, on a d'un côté, on va baisser la tension secteur. Donc, on passe par une résistance ici. Ensuite, on a un condensateur MKP ici. Donc, eux, ils mettent 680 nano, 400 volts. Et nous, dans notre cas, hop, c'est du 1,5 microfarad, 400 volts. On a une résistance en parallèle de 330 kΩ. Et ensuite, à la sortie, eh bien, on a la tension. Donc, ça, ce montage-là, la résistance ici de protection, vous voyez que c'est une résistance de 2 watts, 3 watts. 2 watts, ouais, voilà. Et on a ici, on abaisse la tension. Avec la résistance de forte valeur et le condensateur ici. Ce petit transformateur que vous voyez ici, c'est tout simplement pour venir commander la base des transistors ici de puissance. Donc ce sont des MJE 1303 qu'ils ont mis, du classique en boîtier TO126. Nous on va les remplacer par du MJE 13007 en boîtier TO220, ils sont un peu plus costauds. Cette diode DB3, on la rencontre souvent sur les modulateurs pour lumière, les variateurs de lumière, etc. Très utilisé. Et je l'ai rencontré aussi sur des variateurs pour moteurs, pour des appareils électriques. Je l'ai rencontré souvent. Donc ça coûte rien du tout à acheter. Donc vous voyez les composants qu'il y a ici, rien ne coûte cher s'il y a besoin de la remplacer. Donc moi j'ai testé mes composants. J'ai 4 diodes ici d'endressement. Une là, la D9, D7 et la D8 qui sont HS, elles sont en court-circuit. Et j'ai mes 2 transistors ici qui sont en court-circuit. Tout le reste est bon. Vous me demandez pas pourquoi. Ils sont en court-circuit et rien à cramer. Aucune résistance. Rien du tout. Donc moi, si j'ai pris un multimètre au début que je vous ai fait voir qui fait test de kappa, je voudrais vérifier que ce condensateur-là, il est bon. Je voudrais vérifier sa valeur. C'est juste par acquis de confiance, pour être vraiment sûr, parce que je suis étonné que rien n'ait lâché. Je prends un multimètre tout de suite. Alors j'essaie de mettre la carte, voilà, que vous puissiez voir quand je vais tester avec mon multimètre. Donc sur le multimètre classique, celui-là, voilà. Celui-là, j'ai le mode diode et le mode continuité ici. Donc, dans mon cas, je vais me mettre comme ceci pour tester une diode. Je vais vous mettre sur le pied, comme ça vous allez mieux voir, parce que là, ça fait un zoom trop important et vous pouvez rien voir. Alors, j'espère que là, vous allez réussir à voir quelque chose quand je vais tester mes diodes. Par exemple, je teste la première diode. J'ai la cathode qui est à gauche, donc fil noir, et l'anode qui est à droite, donc fil rouge. Donc je teste la première diode. Je vois que là, j'ai 626, ça veut dire 0,6 volts pour une diode, c'est très bien. Si j'inverse mes pointes de touche, je mets la rouge sur la cathode et la noire sur l'anode, j'obtiens l'infini, comme vous voyez. Maintenant, je vais tester une diode qui est en court-circuit. Et je vous mens pas, c'est bien une diode. Alors, je vais la mettre comme ça. Je vais mettre l'appareil. Je vais tester comme ça. Normalement, vous voyez là. Je suis sur la diode ici. Alors, je vais faire un petit zoom. Comme ça, vous allez vraiment voir que je suis sur la diode. Vous n'avez pas besoin de voir le multimètre, vous allez l'entendre. Je suis bien sur ma diode. Hein. Et là, je bip. Et là, je prends cette diode-là, ici. Et je bip également. Donc ça, ce sont des diodes
qui sont en court-circuit. Donc là, ça a lâché par contre. Donc je vais prendre mon fer à souder. Je vais enlever le transistor ici qui est en court-circuit et le transistor qui est là. Et je vais enlever mes diodes de redressement qui sont en court-circuit. Il y en a 4. Les deux là, celle-ci et celle-là. Et je vais enlever mon condensateur ici de 1,5 microfarad pour le tester sur mon appareil pour vraiment être sûr. Si on n'enlève pas les composants qui sont en court-circuit, eh bien, pour tester les autres composants qu'il y a à côté, je risque d'avoir une erreur. Comme là, par exemple, ça se trouve, en enlevant mes deux transistors qui sont en court-circuit, peut-être qu'une des 4 diodes que je vous ai indiquées va être bonne au final. Puisque lorsque je teste ma diode sur le circuit et que ça bip, eh bien, en fin de compte, quand je teste sur la carte, puisque c'est soudé et qu'il y a des pistes qui vont à d'autres composants, eh bien, en fait, je teste la carte et je ne teste pas uniquement le composant. Je demande souvent sur le forum de Triac à faire, lorsque les personnes testent un composant comme ça sur une carte qui est débranchée du 220 volts, eh bien, de dessouder le composant sur au moins une patte. Une fois que je l'ai dessoudé, je soulève le composant pour plus qu'il touche les soudures que vous avez derrière sur la carte. Et ensuite de refaire la mesure. C'est pour tester uniquement le composant et pas tester la carte. Voilà. Donc je mets le fer à souder à chauffer. J'enlève mes deux transistors et après on va essayer les diodes d'endressement de les retester. Peut-être qu'elles sont bonnes. Voilà, j'ai dessoudé mon condensateur de 1,5 microfarad. C'est pas facile comme ça, je vais tenter de le mesurer devant vous. S'il ne bouge pas, bien sûr. Donc lui, il fait 1,54 microfarad, donc il est bon. Celui-là est bon. On a la diode D7. La D7, vous voyez là, dans notre cas, elle ne bip plus du tout. La D6, elle est bip. Et la D, ici, la D9, elle ne bip plus. Elle ne bip plus du tout. Alors, je vais mettre la cathode avec le fil noir et l'anode avec le fil rouge. Et on obtient 0,5 volts. 526, c'est 0,5. Donc, la diode est bonne. On va pas changer toutes les diodes, en fait. Hein. Dans notre cas, on va changer ici Q1 et ici Q2. Donc ce condensateur là m'avait l'air d'avoir un peu chauffé, je l'ai enlevé, je l'ai mesuré, tout ça, j'ai regardé. Il n'y a pas du tout de trace de chauffe dessus, c'est avec la lumière que j'ai cru que c'était pas bon. Donc celui-là, je vais le remettre sur la carte. Hop là, ici. Je le remets là. Hop, hop. Après, il ne faut pas oublier de refaire la soudure, parce que si on ne refait pas la soudure, c'est mort. Donc là, il est froid le fer. Je ne veux pas souder comme ça devant vous. J'ai fait voir déjà comment je faisais pour souder dans une autre vidéo. Donc, j'ai retesté mes transistors. Sur mes transistors, il n'y en a au final qu'un seul qui est HS. Alors, je teste par exemple celui-là. Vous voyez, lui, il ne bip plus du tout. Et par contre, si je touche, là, ça bip. Ici, dans notre cas, là, c'est bon. Là, c'est bon. Par contre, si je teste là et là, court-circuit. Donc, il n'y en a qu'un qui est en court-circuit. Mais sur ce genre de montage, lorsque un des transistors est claqué, on va changer les deux. Parce que l'autre a dû morfler énormément. Du coup, si on ne les change pas tous les deux, lorsque vous allez remettre sous tension, eh bien, les deux vont claquer, ou l'alimentation va claquer de nouveau. Donc, dans notre cas, si on essaye de réparer, c'est pour justement éviter que ça ne reclaque. Voilà. Alors, j'ai mes composants ici. Comme c'est un appareil
très bas de gamme qui est à ma belle-sœur. C'est pas pour un client, je peux me permettre. De toute façon, pour les clients, si on fait ça, il faut le signaler, donc c'est pas un problème. On leur dit qu'on a mis des composants d'occasion. Certains composants d'occasion qu'on récupère dans les appareils, contrairement à ce que certains croient, en fait, des fois, ils sont plus résistants que les composants neufs qu'on va pouvoir acheter sur le marché. Donc, ça, je viens de le dire là dans cette vidéo, mais ça ne vient pas de moi. Donc, s'il y en a qui sont contre, qui se renseignent un petit peu, ce n'est pas moi qui ai sorti ça, mais c'est véridique. Les composants de maintenant tiennent moins que les composants d'avant. Donc, le brochage, c'est très simple, c'est le même entre les boîtiers TO 126 et TO 220 pour la série MJE. Donc là, on va mettre du MJE 1307. Donc si on ne sait plus comment ça se met, pas de panique. On prend la carte. Ici, vous voyez, il y a deux petits traits très fins. Ça signifie que c'est le dessous du transistor. Donc le dessous, c'est cette partie-là. Donc on va venir les mettre comme ça. Hop là. Donc là, je reprends une des diodes que je trouvais qui était en court-circuit sur la carte. Je l'ai dessoudée. Je vais la tester de nouveau en mode continuité. Donc là, ça touche. Je reteste ma diode. Là. Ah, viens là, toi. Je reteste ma diode, si je peux. Ah, là, ça sonne plus et j'obtiens sur mon multimètre. J'espère que vous allez réussir à voir. 0,5 volts. Ah, ma diode est donc bonne au final. Pourquoi, à votre avis? Alors, pourquoi je trouvais un court-circuit? Tout simplement parce que ici, vous avez trois petites selfs sur le même tore. Si on suit une patte de ma diode ici d'endressement, je suis là, je passe par une bobine et j'arrive ici. Bon, dans notre cas, pas de court-circuit. Par contre, si je suis la piste de ma diode, je vois que ça arrive ici sur la self numéro 2. Là, ma self, c'est comme un fil électrique. Je passe là, je suis la piste et j'arrive ici. Ah, j'arrive sur une résistance et je retourne sur l'autre point de ma diode. Donc en fait, je fais ça, je passe par un fil, je passe par une résistance de très faible valeur et j'arrive de l'autre côté de ma diode d'endressement. Du coup, ça bip, puisque c'est une résistance de très très faible valeur que vous avez ici. La résistance en question, elle fait 4,7 ohms. Donc c'est comme si on avait un court-circuit. Et voilà pourquoi, eh bien, ça bip lorsque je teste ma diode d'endressement. Je remets mon petit fer en route parce que j'avais oublié de le remettre à chauffer. Ça fait de la fumée. Bon, on va essayer de souder. Je mets mon fer à souder sur l'endroit où je veux mettre. Je viens mettre de l'étain. Hop. Et je relève mon fer à souder. Je ne sais pas si vous avez vu grand chose. Je mets ma pointe de touche de mon fer à souder. Enfin, c'est pas des pointes de touche. Hop. Donc, je viens faire chauffer. Je mets de l'étain. Et je fais ma soudure. Donc là, quand vous faites ça, c'est un risque de faire un court-circuit. Vous voyez, j'en ai fait un beau là. Je l'ai enlevé. Voilà, je mets mon fer à souder, je pose, je mets de l'étain, et voilà, ma soudure, elle est faite, elle est belle.
Hop, je continue avec la patte numéro 2. Paf, j'enlève ma panne de fer à souder. Je recommence ici. Hop, c'est fait. Je regarde qu'il n'y a aucun court-circuit entre les trois pattes. Donc là, on voit que les soudures sont bien faites, elles sont belles. Bon, je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai faites. Hein. Quoique, non. Hop, j'ai remis ma diode. Je la tiens avec mon pouce, vous voyez. Hop, je prends mon petit fer à souder. J'en attends. Il y a un peu d'étain dessus, donc c'est très bien. Je vais venir chauffer. Il y a un côté qui tient, je peux relâcher maintenant. Bon, la soudure ne va pas rester comme ça, mais je vais refaire celle où j'ai pas mis d'étain. Voilà. Vous voyez, je mets mon fer, un peu d'étain et je relâche. Ça sert à rien de faire des grosses pâtées d'étain comme je vois des fois sur des appareils qui sont en panne. Voilà, il n'y a aucune soudure qui se touche, tout est bien fait. Maintenant, je vais venir couper les trois pattes de mes deux transistors avec la pince coupante. Je coupe assez à ras hein, quand même. Voilà, vous voyez rien du tout de ce que je fais, je couperai. Alors, voici la carte. Bon, j'enlève ça. Je vais passer un petit coup de brosse parce que vous voyez, il y a plein de petits... Là, c'est des petits morceaux d'étain. Quand j'ai été avec la pompe, ça se nettoie très mal. Bon, on vérifie qu'on a fait de belles soudures, qu'on n'a pas fait un peu n'importe quoi. Là, en voyant comme ça, on a l'impression que c'est mal fait, mais il y a des reflets avec le flash du téléphone. Quand on regarde vraiment de près, comme ça, là on voit bien que les soudures sont bien faites. Il y en a une qui me paraît douteuse, deux qui me paraissent douteuses. Il y a celle-ci ici du milieu. Je sais pas si on le voit bien dans le téléphone. Et je vais refaire celle-là également parce que ça c'est deux soudures qui sont là d'origine que je n'ai pas touché, mais par sécurité je vais les refaire parce qu'elles me paraissent pas très belles. Donc celle du milieu de la self ici là me paraît craquelée, donc déjà je vais la refaire. Un peu d'étain et hop. Vaut mieux refaire 2-3 soudures de perdre une minute ou deux plutôt que de redémonter après tout et puis de refaire un diagnostic pour trouver le ou les composants qui sont en panne. Là c'est pareil, c'est très mal soudé ça. Donc il faut savoir qu'une mauvaise soudure peut créer une panne, peut faire cramer carrément les transistors de puissance. Hein. Une seule mauvaise soudure. J'éteins mon fer, voilà. Les soudures sont refaites. Maintenant, il y a encore les deux fils là que je vais remettre hors caméra. J'en ai pas pour longtemps à faire ça. Ici, vous voyez, j'en ai pas parlé. On a un plus ici qui est relié au cathode de mes diodes d'endressement. Le moins ici, il est mis à la masse. Ensuite, le moins de ce condensateur-là, il est relié sur les anodes de mes deux diodes d'endressement. Et le plus du condensateur, lui, est remis à la masse. Donc on obtient une tension positive ici et une tension négative ici sur le moins. Je vous fais tout de suite un petit schéma. Je vais prendre une règle, un petit stylo pour essayer de faire ça bien. Et on regarde ça tout de suite, là, ce que je vous ai dit. Donc ici, je me sers du 110 volts AC que je vais avoir sur la prise électrique, pas en France, aux États-Unis. Ici, j'ai un contacteur, c'est le contact du relais. Quand j'appuie sur 180 secondes et après que j'appuie sur le carré à côté pour lancer le fonctionnement. Donc j'active et là j'ai alimenté ce pont de diode. Donc j'ai une partie que je me sers de la masse, entre guillemets. Donc ici j'ai ma tension négative, moins V, et ma tension positive,
plus V pour mon oscillateur. Hop là, pour tout ça là, l'oscillateur qui va venir fournir de la haute tension grâce au self pour alimenter mes tubes UV. Donc c'est juste ça le montage. Ça sert juste à ça. Donc ici, le contact de mon relais pour qu'il soit activé, j'ai besoin du plus 12 volts que je fabrique ici, qui alimente mon fameux circuit intégré U1, qui lui va commander mon relais lorsque je vais appuyer sur l'interrupteur. Et ensuite, je vous ai fait ça par rapport à ma diode D6 que j'avais en court-circuit et à la diode, c'est laquelle? La D8. Donc là, grosse bourde, hein, désolé, c'est D8, D8 et R4. Hein. Donc j'avais un court-circuit sur mon transistor déjà, donc ma diode ici était en court-circuit forcément. Ensuite, en enlevant le transistor, je teste sur la carte. Je trouve encore un court-circuit aux bandes de la diode d'endressement, ce qui est normal puisque je passe par une self de ma bobine. Hein, je passe par comment on dit, un bobinage. C'est quelques spires, c'est une spire ou deux, c'est pas beaucoup. On peut considérer que c'est un fil. Donc là, de ce côté-là, pas de problème, ça va ailleurs. Et par contre, j'ai ici une piste qui revient sur cette sur ce bobinage-là, ce fil, on va dire. Je passe par une résistance de 0,47 ohms, c'est la R4. Et je retourne ensuite sur ma diode d'endressement. Donc là, grosso modo, je vous le fais, hein. J'ai ma diode d'endressement. Hop. Ça revient. Oh là, c'est mal fait à la main. Hein. Ça revient à ça, avec une résistance de 0,47 ohms aux bornes de ma diode. Donc je vais mettre une belle flèche. Hein. Donc l'équivalent de ça, ça se rapproche de ça. Donc si elle fait 0,47 ohms, c'est normal que j'ai un court-circuit lorsque je teste ma diode d'endressement. Voilà pourquoi il faut toujours dessouder au moins une borne d'un composant, le soulever pour pas que ça touche la carte et la piste. Même si on a enlevé l'étain, ça peut toucher et faire contact. Donc je soulève un côté et là je refais ma mesure avec un multimètre. Et là dans notre cas, bien la diode d'endressement elle est bonne. Magique, magique. J'ai plus qu'à retourner l'appareil pour bien le remonter et remettre les vis et d'attendre que je reçoive mon transformateur pour qu'elle puisse brancher son appareil, parce que si elle branche ça sur le 220, ça va claquer à nouveau. Si j'ai fait cette vidéo là, que je vous ai présenté un peu l'intérieur, que j'ai filmé, c'était pour vous présenter l'utilité de bien regarder ce que vous achetez. Si vous achetez un appareil qui est prévu en 110 volts, il faut y penser, il faut regarder. Souvent, vous recevez des prises comme ça. Il y a des appareils avec l'adaptateur comme on avait ici. Parfois, ça fonctionne bien sur du 220. C'est écrit dessus, c'est prévu pour entre 110 et 240 volts. Là, il n'y a pas de souci. Si c'est écrit 110 volts, ne pas le brancher sur le 220. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était pour vous faire voir que si on teste un composant sur un circuit, on peut être amené à avoir des mesures qui sont fausses, trouver un court-circuit dans notre cas, tout simplement avec la résistance de faible valeur et la self, en parallèle de ma diode d'endressement. Donc là, on a vu ça sur schéma et sur la carte électronique. Voilà. Dans cet appareil-là, ceux qui ont le même, si vous voulez le réparer, si vous avez la même panne que moi, c'est uniquement les deux transistors de puissance. Je vous conseille de mettre des MJE 1307, enfin 13007. Ça va mieux tenir.
Alors après avoir réparé la carte, j'ai remis les vis, les connecteurs, je suis allé à l'atelier, j'ai mis mon appareil qui est prévu pour du 110 volts sur un transfo Variac. Donc ça, vous le connaissez pas, j'en ai pas fait la vidéo puisque peu de gens en ont, et parce que c'est le bazar à l'atelier, donc je peux pas vous emmener comme ça pour filmer. J'ai branché ça sur le transfo Variac, j'ai tourné jusqu'à atteindre à peu près 110 volts en AC, et puis j'ai mis l'appareil, bien sûr, sous tension, et l'appareil fonctionne très bien. Alors, si vous avez aimé la vidéo, le pouce, hein, toujours, pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, dites pourquoi, ça peut toujours servir pour d'éventuelles vidéos. Certains seront peut-être déçus parce que je n'ai pas montré toute la réparation de l'appareil. Ce n'était pas le but dans cette vidéo. Je vous ai dit déjà pourquoi j'ai fait cette vidéo avec cet appareil. Donc c'était un très bon cas de figure. Ensuite, n'hésitez pas, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je lis la plupart des commentaires. Certains sont classés par YouTube sur, quand on dit spam. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Plus la vidéo sera diffusée, plus cette vidéo servira aux personnes qui veulent acheter un appareil. Elles sauront qu'il faut bien vérifier ça. Parce que peu de gens y pensent. Beaucoup de gens, comme ma belle-sœur, ne savent pas, ne lisent pas les étiquettes, ne lisent pas à savoir si c'est pour brancher sur le 220. Eux, ils croient que tout est en 220 partout, et ce n'est pas le cas sur Terre. Tout le monde n'est pas en 220. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Salut à tous, profitez bien des bons moments que vous pouvez passer en famille ou entre amis. Profitez un max, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous!